Élise, je suis ravi de... Élise Beneden, Van Beneden. Van Beneden. Donc, t'es une affreuse belge. Oui, oui, trois quarts, un peu avéronaise. Bon. Tu es avocate Oui. et tu es la présidente d'Anticor. Et c'est à ce titre que j'ai eu vraiment très envie de t'inviter pour ce TPA estival, on va dire. Mais toi comme moi, on travaille l'été pendant que plein de gens se coincent la bulle, quoi. Donc, en tout cas, merci d'accepter de me répondre. Je voudrais qu'on parle très librement de toi, de pourquoi tu t'engages dans ce type de combat, de ce que ça représente, d'où on est Anticor aujourd'hui, et qu'on passe en revue un petit peu les affaires en cours. Et je te cache pas que j'ai assez envie de te parler de notre nouveau ministre de l'Intérieur. On peut peut-être commencer par ça d'ailleurs. On y reviendra peut-être à la fin, mais est-ce qu'il n'y a donc Anticor est une association anticorruption qui se constitue partie civile et qui est devenue très importante dans le paysage puisque grâce à elle sont révélées des affaires, des dossiers et que bien souvent elle pallie au manque de ministère public et elle arrive à faire ressortir des dossiers de corruption que des tas de gens aimeraient oublier. Et avant de revenir sur Anticor, entrant dans ce qui m'apparaît être intéressant aujourd'hui, je viens d'en parler dans un édito, c'est Darmanin, donc ce nouveau ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut pas l'accrocher, je parle en tant que citoyen et en tant comment dire, de citoyens édifiés par la nomination de cette personne au ministère de l'Intérieur sur l'aspect corruption, au-delà des histoires de viol et de d'harcèlement sexuel il est poursuivi, il y a une enquête judiciaire autour de ça, mais est-ce que quand un élu de la République offre en échange de ses services, enfin demande ou offre ses services et en échange on lui propose un plan cul, pour parler clairement, est-ce que ça n'est pas de la corruption? Mais c'est un peu ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que Monsieur Darmanin s'est fixé sur sa défense par rapport au viol et en se défendant par rapport au viol, il affirme ou il assume des choses qui pourraient potentiellement être qualifiées autrement aussi au pénal et effectivement se pose la question de la corruption. C'est ce qui était très étonnant dans la défense de Monsieur Darmanin, c'est que en se défendant du viol, il dit mais non, il y a eu consentement, elle est venue, elle avait un service à me demander, il a pas dit en contrepartie ou en échange, mais en gros qu'il y avait un espèce de deal quoi. Sauf que les demandes qui étaient faites, c'est des demandes que lui pouvait satisfaire ou alors demander à une autre personne de satisfaire dans le cadre d'une mission de service public. Donc effectivement, peut-être qu'il faudra que l'enquête se pose la question de la corruption, parce que c'est anormal et d'aller voir un élu en lui proposant des faveurs sexuelles pour avoir un avantage. En l'occurrence, un HLM, quand on n'a pas de dossier pour un HLM, ça veut dire que d'autres personnes ont un dossier pour un HLM et que c'est eux qui devraient l'avoir. Donc tout ça, ce sont des dysfonctionnements, en fait. Ce sont des dysfonctionnements du service public, de l'action publique. Donc c'est parfaitement anormal. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans ce dossier, si jamais il y a corruption passive de la part de Monsieur Darmanin, il y a aussi corruption active de la part des personnes qui aujourd'hui ont porté plainte pour viol. Donc c'est pas si facile. Il y a l'histoire de l'appartement HLM, mais il y a aussi la demande de retirer l'effacement. L'effacement, ce qui est la même chose. Donc sur un dossier comme ça, est-ce que Anticor peut se constituer partie civile? Alors, si on devait considérer qu'il y a corruption, oui, absolument. C'est même le cœur de notre activité. En fait, Anticor, on agit sur la base de l'article 2-23 du Code de procédure pénale, qui prévoit une liste d'infractions sur lesquelles on a le droit de se constituer partie civile, c'est-à-dire qu'on a le droit de représenter l'intérêt général, en fait. On estime qu'on est victime de corruption, qu'on est victime de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics, de concussion. Donc sur toutes ces infractions-là, même sur des infractions électorales, Anticor a le droit d'intervenir. Et en fait, il y a des médias parfois qui disent qu'on déterre les affaires d'État, mais en fait, on les déterre pas, on empêche qu'elles soient enterrées. Dire que dans le système judiciaire actuel, où quand on porte plainte, c'est le parquet qui, dans un premier temps, enquête.
Avec un parquet qui est soumis hiérarchiquement au garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est le ministère de la Justice qui décide de l'évolution de sa carrière, donc c'est quand même un peu les chocottes. Dans ce contexte-là, on peut avoir des procureurs qui se sentent pas la liberté d'agir et qui classent une affaire. Et il arrive qu'Anticor soit en désaccord avec les raisons de ce classement sans suite, et que là, nous, on puisse agir dans cette mécanique judiciaire en allant chercher le dossier sur le bureau du proc et en l'amenant sur le bureau d'un juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on a le droit de saisir un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant et qui va pouvoir instruire un dossier en toute indépendance. Donc, dans une France idéale où le ministère public jouerait son rôle de défense des intérêts des citoyens, Anticor n'aurait pas de raison d'être, en quelque sorte. Oui, je pense qu'Anticor, en tout cas, cet agrément existe pour pallier ce système qui est insuffisant, qui ne garantit pas suffisamment l'accès à la justice, qui ne garantit pas la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité, qui garantit pas suffisamment la séparation des pouvoirs. Donc effectivement, on est un engrenage d'un système qui n'est pas satisfaisant. Donc si jamais on coupe le cordon ombilical entre le ministère de la Justice et le procureur, on verra si on a encore des raisons d'agir en justice. Sinon, on continuera à aller dans les lycées, à expliquer pourquoi c'est important de lutter contre la corruption, pourquoi c'est important que nos dirigeants soient exemplaires. Toi, tu es très jeune comme présidente. Tu peux dire ton... J'ai 34 ans. 34 ans. Et tu es présidente d'Anticor depuis combien de temps ? Depuis mars. Mais moi, je me suis engagée à Anticor en 2008. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique pour les gens qui ne connaissent pas Anticor ? Combien il y a d'adhérents ? Comment c'est né ? Comment ça a évolué ? Quelles sont vos perspectives ? Combien de dossiers vous traitez, etc. Oui. Alors Anticor, créé en 2002, en gros après le passage au second tour de Le Pen, devant un constat d'augmentation de l'abstention électorale, devant un constat d'augmentation du discours dégagiste, tous pourris, en se disant que en fait c'est pas le tous pourri, déjà c'est faux, et il y a des élus qui sont très bien, il y a des élus qui se battent, qui représentent l'intérêt général, leur administré. Et en plus de ça, le tous pourri encourage un renoncement démocratique qui est impossible dans une démocratie représentative. Donc l'idée d'Anticor, ça a été de dire il faut se battre contre les atteintes à la probité, contre les systèmes clientélistes. Il faut se battre pour réhabiliter le lien de confiance, parce que sans lien de confiance, la démocratie telle qu'elle est en France aujourd'hui, ou en tout cas si on considère qu'elle est une vraie démocratie, ne peut pas continuer. Donc, cette association a été créée par Eric Alphen et Séverine Tessier. Elle a été déclarée en 2003 et puis l'aventure a commencé. Et on a fait. Pour ceux qui le connaissaient pas, à l'époque, il était juge d'instruction encore. Et Séverine Tessier était assistante d'un député ou c'était. Elle était élue municipale à Clichy. Donc c'était pendant les fameuses affaires de Clichy. Et en fait, au départ, Anticor était une association d'élus, principalement d'élus. Et en fait, au fil du temps, il y a une autre association qui s'est créée qui s'appelle les Amis d'Anticor, qui s'appelait les Amis d'Anticor. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était ridicule d'avoir de structure et que, en fait, les élus et les citoyens avaient complètement vocation à se battre ensemble. Aujourd'hui, il y a moins d'élus à Anticor, il y en a quasiment plus. Parce que on a tendance à être accusé dans tous les sens d'être politisé, d'être instrumentalisé. On a été traité d'officine de la gauche, de cellule dormante de la France insoumise. Donc, Anticor aujourd'hui est viscéralement transpartisane. On sélectionne pas du tout les dossiers en fonction des partis politiques. Moi, même la plupart du temps, je ne sais même pas à quel parti politique appartiennent les gens, parce que c'est pas vraiment ma culture. Et on est aussi radicalement indépendant, ce qui est très rare en fait dans le milieu associatif, parce que nous, on a décidé qu'on n'aurait ni subvention publique, ni don des entreprises. Donc c'est quand même difficile côté financement. Donc on est financé uniquement par les cotisations de nos adhérents et par le don de personnes physiques. Par l'argent que vous pouvez récupérer dans les procès aussi, non ? Ça vous est arrivé quelquefois
Oui, mais en fait, ça nous arrive aussi de faire des deals avec les avocats où ils gardent l'argent. Par exemple, c'est pas l'article 700 puisqu'on est au pénal, mais je suis pas pénaliste, donc c'est un autre article. Quand on a parfois des frais d'avocat quand on gagne devant une juridiction, et généralement on a des accords. Enfin, très sincèrement, c'est pas une source de revenus telle qu'on peut en parler. Et puis la Devrait plupart du être. temps, on demande pas vraiment d'argent. Et puis parfois, on est contre des élus qui ont la protection fonctionnelle, donc on n'a pas spécialement envie que ce soit la commune qui paye en fait. Ouais, je comprends. Il y a combien Mais d'adhérents aujourd'hui à Anticor? on est environ à 4300. 4300 4300 adhérents. à jour de cotisation. Et pour adhérer, c'est combien la cotisation? C'est 35 euros par an et il y a une déduction fiscale donc de 66%. Donc vraiment, ça coûte pas cher. Un peu comme aux médias, quoi. Vous êtes une forme d'ONG, on peut dire que vous êtes une ONG ou pas? Ah bah oui, on est une association loi 1901. Ouais, d'accord. Absolument. Et Après alors, oui, Anticor, j'ai c'est le sentiment, quand je t'écoute, que Anticor, quand même, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des débats en interne, il y a eu des conflits entre ceux qui étaient plutôt partisans, qui est des élus qui restent à Anticor, d'autres qui le refusent. Enfin, comment ça se passe? Vous avez un conseil d'administration, toi, tu es nommé par ce conseil d'administration ou tu es élu? Enfin, quel est le alors fonctionnement d'Anticor? on a un conseil d'administration qui a 21 personnes qui sont toutes bénévoles. Moi, j'ai été élue par l'AG puisque j'ai été tête de la liste qui a obtenu le plus de voix. Et après, c'est à la proportionnelle avec un bonus pour celui qui fait le plus de voix. Parmi ce conseil d'administration, on a un bureau de 7 personnes qui sont vraiment ceux qui bossent 5 heures par jour bénévolement. Et à côté de ça, on a 2 salariés. Il y a une Tu es juriste. En salarié, fait, toi? non, je suis pas salariée. Non, moi, je suis bénévole. Tu es bénévole, donc tu passes combien de temps à Anticor chaque semaine? Oh, Oh, bah, on peut compter par jour. Je pense je suis plus à 4-5 heures par jour. et à côté de ça, tu es avocate, donc tu vis de tes Oui. honoraires d'avocate dans le privé, on va dire, et tu n'es Mm. pas du tout avocate pour Anticor, enfin évidemment, puisque il y Non. aurait un peu conflit d'intérêts. Non, Mais non, non, je suis pas du tout avocate pour Anticor. Ça m'arrive d'aller défendre Anticor, mais bon, je suis pas rémunérée et puis je me présente même pas comme avocate. Tu vois, je vais pas plaider avec ma robe. Je me présente comme présidente d'Anticor. Ça m'arrivait récemment devant le tribunal administratif, par exemple, parce on a un litige qui concerne la Fondation Louis Vuitton, qui veut pas nous donner ses comptes. Euh, et en fait, on nous a opposé dans ce litige. Donc, on faisait une demande d'accès à des documents administratifs. C'est que tout citoyen je peut sais, on a fait accéder la aux même documents démarche. administratifs. Sauf qu'il y a de plus en plus d'exceptions, malheureusement, à la communication de documents administratifs. C'est bête parce que c'était vraiment une belle évolution de la société, de dire que ça y est, les citoyens sont grands, en fait, ils peuvent... et puis, ils ont le droit de demander des comptes, ils ont le droit d'aller demander des documents, de vérifier, d'être actifs, des citoyens actifs. On m'a carrément opposé dans ce litige, parce que j'ai vraiment halluciné, on m'a opposé la vie privée de cette personne morale qu'est la Fondation Louis Vuitton. Donc en fait, là maintenant, on a le Et secret ils des sont pas affaires. condamnés à une astreinte quand ils ne publient pas leurs comptes? Alors il y a des obligations de publication des comptes, mais en fait c'est souvent lié aux dons qu'on reçoit. Par exemple, nous Anticor, là, on a dépassé les 183 000 euros de dons. Donc cette année, on doit publier nos comptes. Donc on est en train de le faire. Une fondation, en fait, les fondations d'entreprise, ce qui est la fondation Louis Vuitton, c'est un mécanisme qui est un peu différent. C'est une loi qui s'appelle la loi Aiguillon, qui a créé ce système qui fait qu'un groupe d'entreprises peut créer une fondation qui a le même nom qu'elle, mais qui évidemment ne lui fait pas de la pub. Et les entreprises de ce groupe peuvent lui donner de l'argent, et cet argent est déductible fiscalement sur l'impôt sur les sociétés à hauteur d'environ 60%. Mmh. Donc c'est quand même vachement sympa. Ça coûte quand même. C'est beaucoup plus satisfaisant que de payer une presta de communication, quoi. Et puis ça permet à un grand mania du luxe de décider de grandes orientations stratégiques dans le domaine de la culture.
et de vendre aussi une image de marque. Et ça coûte une blinde. En fait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui explique que ça coûte une blinde. En l'occurrence, la Fondation Louis Vuitton en termes de déduction fiscale, c'est revenu à plus de 500 millions, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. Je suis un peu nulle avec les chiffres. Et donc elles ont pas l'obligation de publier leur comptabilité. Par contre, elles doivent les donner au préfet chaque année. Et en fait, à partir du moment où le préfet a entre ses mains un document, ça devient un document administratif. Donc, ils nous ont pas dit que c'était pas un document administratif, mais en revanche, ils nous ont dit non, on vous le communique pas parce que ça porte atteinte à la vie privée de la personne morale qui est la Fondation Louis Vuitton, ce qui est hallucinant. Un argument très spécieux, quoi. Bah oui, et puis en plus, dans la loi Aiguillon, en fait, on dit que ce système de déduction est possible parce que ce sont des dépenses d'intérêt général. Donc en fait, on voit pas où elle est la vie privée. À partir du moment où les dépenses sont des dépenses d'intérêt général, bah, la comptabilité ne peut pas relever de la vie privée, comme elle ne peut pas relever du secret des affaires. Combien vous avez traité de dossiers depuis le début à Anticor et combien vous avez d'affaires en cours en ce moment? Alors depuis le début, je sais pas. En fait, en réalité, le chiffre est pas très différent parce que tu sais, les affaires politico-financières sont des affaires de longue haleine. On en a très peu qui sont terminées en fait. Si tu prends les sondages de l'Élysée, ben en fait, j'ai vérifié l'autre jour, on s'est constitué partie civile en février 2010. Ah oui. Donc parfois je rigole, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'affaires, c'est que moi je suis très impatiente. Du coup je m'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Là actuellement on a environ une centaine d'affaires. Une centaine. Et vous avez combien d'avocats qui travaillent pour vous? J'ai pas fait le calcul. On a un avocat institutionnel qui est Jérôme Carsanti, qui doit gérer environ un tiers de nos affaires. Et on doit avoir par ailleurs une quinzaine d'autres avocats. D'accord. Il y en a qui interviennent pro bono, donc gratuitement. Et voilà, il y en a qui sont... la plupart du temps, moi, je suis assez pour les rémunérer. Hein. Je demande pas aux gens de devenir bénévoles tout le temps. En plus, c'est beaucoup de travail. Céline, est-ce que toi, à titre personnel, ça pose pas des problèmes vu l'implication que tu as, qui m'a l'air assez forte, puisque tu es quand même assez présente, enfin, tu animes tout ça avec beaucoup d'implication. Donc, est-ce que ça ne nuit pas à ta vie professionnelle, ça? Si, bien sûr. Si je devais mettre le temps et l'énergie que je mets dans Anticor dans mon cabinet, je pense que j'aurais plus d'argent. Mais en même temps, si je suis là, c'est que je suis pas vraiment obsédée par l'argent. Et je suis passionnée par Anticor, comme je suis passionnée d'ailleurs par mon métier aussi. Hein. Je défends des salariés, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je travaille dans d'autres domaines aussi. Peut-être que pour la vie personnelle, c'est peut-être ça en fait, parce que quand tu mets ensemble une activité militante hyper prenante et un métier avocat qui est vraiment pas un métier facile, c'est plus le temps que tu gardes pour ta vie privée qui peut être embêtant, je pense. Tu es en train de me dire qu'il faut se battre. Bah, il faut se battre pour l'avoir. Il faut se battre pour l'avoir, et je trouve qu'il faut sortir de son monde un peu aussi. Quand tu travailles dans une boîte, je dis pas que c'est facile de rentrer chez soi et de penser à autre chose, mais au moins tu as une séparation entre déjà physique, entre ton lieu de travail et chez toi. Quand t'es bénévole, quand t'es avocat, en fait la journée elle peut aussi ne jamais terminer. Donc en fait il faut se défendre, sa vie privée. Je comprends très bien ce que tu me dis. Je vois très bien ce que tu veux dire. Qui décide et comment vous décidez des dossiers sur lesquels vous allez vous attaquer? Est-ce qu'il y a une commission chez vous, ou est-ce que toi, tu as une relativement bonne latitude pour dire, bon, bah là, je vais y aller? Non, moi, j'ai aucune latitude. En fait, donc à Anticor, je te disais qu'on a un conseil d'administration avec 21 personnes, mais en fait, on a aussi des groupes locaux dans les départements. On a 89 groupes locaux, donc on est sacrément présent un peu partout en France. Donc, il y a des dossiers qui sont gérés par les groupes locaux, énormément d'ailleurs, sont eux qui reçoivent les alertes sur leur département, et eux, ils ont l'autonomie de faire des signalements, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter des dossiers et les envoyer au procureur de la République. Donc un signalement, c'est pas une plainte. Quand tu fais un signalement, tu prends pas un rôle judiciaire. C'est juste que n'importe quel citoyen peut faire un signalement, dire au procureur voilà ce qui se passe, je pense que c'est qualifiable pénalement. Voici les pièces, etc. Donc ça, ils peuvent le faire en espérant que le procureur bouge
Et si le procureur bouge pas, généralement, ils font remonter le dossier au conseil d'administration. Et donc, au même titre que les groupes locaux peuvent faire des signalements, le bureau d'anticorps peut faire des signalements. En revanche, quand il s'agit de porter plainte, c'est-à-dire de prendre un vrai rôle actif, procédural, là, c'est le conseil d'administration qui décide uniquement. D'accord. Et depuis 2002, donc depuis 18 ans, quand vous avez démarré, vous n'étiez pas habilité pour vous constituer partie civile. Là, aujourd'hui, vous avez une sorte d'habilitation d'État qui est renouvelable. Comment ça se passe? Alors en fait, au départ, on n'était pas dans les procès. Je crois qu'on a commencé avec les sondages en 2010. Peut-être qu'il y a eu une autre affaire avant. Et en fait, à cette époque-là, on se constituait partie civile dans les procès sur la base d'une jurisprudence, qui est la jurisprudence des biens mal acquis, qui a été obtenue par Transparency France, International France. Et en fait, c'est une jurisprudence qui disait que les assos qui ont au moins 5 ans, qui ont une activité sérieuse, peuvent se constituer partie civile dans ce type de procès. Et en fait, après le scandale Cahuzac, il y a un agrément qui a été créé. Donc, ce que je te disais, c'est l'article 2-23. En fait, l'article 2-23 du Code de procédure pénale prévoit cet agrément. Et cet agrément, il faut le demander. Malheureusement, il faut le demander au garde des Sceaux. Donc il faut le demander à l'exécutif, ce qui est pour nous paradoxal, étant donné qu'on est aussi là pour challenger, voire mettre l'exécutif devant ses responsabilités. Et on n'y est pas allé de main morte. Anticorps est connu pour ça. Rien ne nous fait peur en soi. Donc s'il faut s'attaquer à quelqu'un d'extrêmement puissant, on le fait. Là récemment, on a eu le dossier Colère. On est quand même en train de parler du numéro 2 de l'Élysée. C'est quelqu'un qui est extrêmement puissant en France. Donc, faut y aller, quoi. Et nous, on y va. Et donc, là, on se retrouve dans une période de renouvellement de cet agrément qui dure que 3 ans. Avec ce sentiment un petit peu désagréable d'avoir à demander à un exécutif qu'on irrite probablement, qu'on dérange probablement, de renouveler l'instrument qui nous permet de continuer à le déranger. Oui, c'est très paradoxal et en même temps, quel dossier vous produisez pour obtenir l'agrément et est-ce que ils peuvent vous retirer un agrément sans justifier les raisons pour lesquelles ils le retirent? Comment ça se passe? Alors le retirer, ils peuvent le faire s'ils estiment que les conditions sont pas remplies. C'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé l'année dernière, c'est que l'association Sherpa, qui est une autre association agréée, a pas obtenu tout de suite son renouvellement. Donc, il y a eu une petite période de crise. En fait, il y a 3 associations agréées aujourd'hui en France. Donc, c'est très peu. Il y a Transparency International France, qui fait finalement peu de contentieux. Ils sont concentrés sur d'autres sujets. Il y a Sherpa, qui fait pas mal de contentieux, et qui a des très belles affaires. Et ce sont plus des affaires internationales. Donc finalement, sur les affaires françaises, à part Anticorps, pas grand monde. On porte quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de responsabilités. Et donc, on doit demander ce renouvellement. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre rapport financier, notre rapport moral, la liste de nos dirigeants, une présentation de l'association. Voilà, c'est à peu près tout, le nombre d'adhérents. Comme ça, c'est très simple, en fait. C'est présenté de manière très simple. Et là c'est quand l'échéance, la prochaine pour l'habilitation? Notre agrément termine mi-février 2021. D'accord. Donc là, on est dans un process de renouvellement parce que en fait, tu envoies le dossier au garde des Sceaux et le garde des Sceaux a 4 mois pour répondre. Et s'il ne répond pas, on considère que c'est un refus implicite. Et là, tu peux aller devant le tribunal administratif pour contester le refus éventuellement. Mais on peut imaginer comment Anticorps a réagi à la nomination d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux? Pas très bien, mais peut-être pas à raison. On a été un peu dans la stupeur parce que Dupond-Moretti est une personne qui, sur les plateaux télé, s'est énervé, a conspué contre la tyrannie de la transparence.
nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On pense au contraire que la transparence est hyper importante et on pense d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'opacité dans ce monde en fait. Donc il y a pas de tyrannie de la transparence en fait. Transparence, c'est que du bon. Il a adopté le langage de certains élus qui disent non mais attendez, je vais pas vous ouvrir mes tiroirs, vider mes poches. Et c'est pas ça qu'on leur demande en fait. Ils ont une mission de service public, ils gèrent de l'argent public. La transparence, c'est la moindre des choses. Leur vie privée nous intéresse pas. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font dans le cadre de leur mission. Donc il y a eu ça. Alors sur le sujet des lanceurs d'alerte aussi, bon, il a eu une sortie un peu malheureuse en disant que les lanceurs d'alerte étaient tous des balances. Je me rends compte, pour nous, l'impact de ça. Nous, ça fait des années qu'on accompagne des lanceurs d'alerte. Parfois, on les voit pas d'ailleurs parce qu'on les montre pas pour les protéger, parce qu'on sait à quel point la législation sur la protection des lanceurs d'alerte aujourd'hui est insuffisante. On sait qu'il y a des gens qui ont des vies brisées, on les a vus. Il y a beaucoup de gens qui se font virer, il y a des gens qui se font brûler leur maison, il y a des gens qui font des dépressions. On sait très bien tout ça, la difficulté de cette lutte-là, qui en plus est une lutte désintéressée dans l'intérêt général. Donc, arriver derrière ça, entendre que les lanceurs d'alerte sont des balances, non, évidemment, ça place pas la relation sous... Voilà. En même temps, Mais bon. il remplace une garde des Sceaux. Je sais pas quel est ton avis sur la gestion du ministère de la Justice par Nicole Belloubet, qui depuis des décennies, enfin personnellement, j'avais jamais vu une garde des Sceaux aussi insipide, aussi aux ordres de l'Élysée, et aussi peu respectueuse. Oui, moi je pense qu'elle a fait des réformes, mais là je parle en tant qu'avocate qui sont désastreuses. Hein. Elle complique les procédures et au bout d'un moment, on a l'impression que la complexité des procédures est faite pour désengorger les tribunaux en fait. Ça devient de plus en plus tellement difficile d'accéder à la justice à cause de la distance territoriale évidemment, mais aussi à cause de la complexité des procédures. Elle impose beaucoup de médiation aussi. Et ces médiations, en fait, c'est une sorte de renoncement en fait de l'État sur une mission régalienne, parce que la médiation c'est hors justice, c'est privé, c'est payant, c'est pas pris en charge par exemple à l'aide juridictionnelle. Donc comme sur énormément de services publics, on assiste à un désengagement de l'État et à une privatisation. D'accord. Je reviens à Dupond-Moretti. Quand même, il a des propos sur l'indépendance du parquet, qui peuvent aller dans le sens d'une justice un peu plus indépendante, justement, non? Il faut voir comment il compte le faire en fait, parce que oui, il a dit sur l'indépendance du parquet, je ferai quelque chose, mais en même temps, il a dit qu'il n'était pas pour la rupture totale, en ressortant cet argument pardon. Il veut donner plus de pouvoir au CSM. Oui, sur la nomination. Ouais, ce qui serait pas un mal, quoi, non? Ah non, c'est bien. Nous, de toute façon, on peut aller voir sur notre site internet. On a 30 pages de propositions sur l'indépendance de la justice. Ouais, je suis allé voir. Et donc, on parle aussi des conditions de nomination, évidemment. Mais je sais pas quelle était sa position avant, mais il a redit que comme le gouvernement définit la politique de la nation, on ne peut pas couper ce lien. Mais en fait, l'impact de ça est tellement mince que pour nous, ça nous semble être une fausse excuse pour ne pas couper un lien hiérarchique qui est bien confortable pour le pouvoir. Et là, enfin, compte tenu du climat politique, de sa personnalité, je le vois mal comme ça au feeling. Hein. Mon avis vaut ce qui ne vaut que mon avis, mais interdire une association comme la vôtre ou ne pas vous accorder l'agrément, ce serait un immense scandale et une atteinte à ce qui quand même lui est cher, c'est-à-dire la sérénité de la vie démocratique. Quoi. Vous êtes aujourd'hui d'utilité publique. Oui, je sais pas s'il voit les choses comme ça aujourd'hui. Après, en fait, on va le laisser s'installer dans sa chaise et prendre ses habits de ministre. Mais c'est vrai que nous, on l'a eu en face de nous dans le procès Balkany, par exemple. Et très clairement, il n'avait pas une haute idée d'Anticor. Comme beaucoup de personnes critiquent Anticor en disant qu'on est un parquet bis, que en nous donnant l'agrément, on privatise la justice.
sont des arguments comme ça, alors qu'on on voit bien que dans les affaires Ferrand, Colère, en fait, si Anticor n'était pas là... On peut parler un peu de ces différentes affaires, enfin, où en sont les procédures, un peu ton avis éclairé, quoi, puisque tu connais les dossiers en tant que président d'Anticor. Celle évidemment, que j'ai en tête, il y en a tellement, mais l'affaire Colère est quand même particulièrement significative de la privatisation de l'État et de la mainmise d'une sorte de petit groupe de gens qui a Colère. Enfin, ils sont à 3 ou 4 à diriger ce pays. Et Colère, il y a quand même une belle grosse casserole accrochée à son arrière-train, non? Oui, en fait, il y a plein de choses qui ressortent de ça. Effectivement, il y a l'intérêt privé. Et ça, faut quand même le répéter, c'est quand même pas compliqué. Tu peux faire une sorte de synthèse d'historique, rappeler ce que c'est que l'affaire Colère pour les gens qui la connaissent pas. Enfin... Oui, en fait, l'affaire Colère, c'est donc Alexis Colère est secrétaire général de l'Élysée. Et il a fait des allers-retours entre des missions de service public et la société MSC qui est en partie détenue par sa famille. Donc il avait un intérêt personnel dans MSC via ses liens, je crois que ce sont des cousins. Et parallèlement, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir, dans sa mission de service public, participé à des prises de décision ou ce qu'on appelle le contrôle qui influait sur cette société MSC qui était susceptible de la privilégier. Et en fait, il a siégé au conseil d'administration de STX, donc les chantiers. C'est une compagnie maritime. MS qui font du tourisme. MSC, oui, ils font du transport maritime, donc ils font du transport de personnes. Hein. Il y a la croisière s'amuse, et il me semble qu'ils font aussi beaucoup de croisières de transport de marchandises. Oui, c'est un des plus gros armateurs au monde. Hein. C'est une très très grosse boîte. Et donc, en fait, à partir du moment où un élu a des intérêts personnels dans un dossier, ton frère est dans telle boîte, tu as des participations dans telle autre boîte, tu voudrais aller travailler dans telle boîte, en fait, il faut juste se déporter, c'est-à-dire ne pas bosser sur ces dossiers-là. Qu'on ait l'intention d'influencer la décision, ou tout simplement pour ne pas donner une mauvaise image du service public. Donc, dans cette affaire Colère, la jeunesse, c'est quoi? C'est une plainte déposée par quelqu'un? C'est une ouverture d'information? Il y a eu une enquête? En fait, oui, en fait, c'est parti d'une enquête de Martine Orange de Mediapart. Et il y a plusieurs volets qui sont sortis parce qu'en fait, elle en a appris au fur et à mesure. Et du coup, nous aussi, on a appris au fur et à mesure que les articles étaient publiés. Donc, en fait, on a déposé 3 plaintes simples, successives. Il y a une enquête qui a été ouverte au Parquet national financier, donc qui est cette juridiction spécialisée dans les affaires politico-financières, dans les affaires complexes, qui a une compétence concurrente avec tous les parquets de France, et qui a été créée d'ailleurs aussi après l'affaire Cahuzac, et qui est mise en cause en ce moment. Et donc, il y a une enquête qui a été ouverte, qui a été confiée à la BRDE, qui est une brigade de répression de la délinquance économique. Et la BRDE a enquêté pendant 1 an, ce qui est un délai à peu près normal aujourd'hui. Et donc, ils ont rendu les conclusions de leur enquête en juin 2019. Et dans les conclusions de cette enquête, le commissaire en charge de l'enquête était favorable aux poursuites contre Alexis Colère. Et en fait, il y a eu 1 mois à peu près après, un deuxième rapport de conclusion d'enquête, ce rapport-là étant dit définitif, avec une bonne dizaine de pages tronquées. Et du coup, là, le rapport qui dit rien à voir, circuler, il n'y a pas matière à poursuite. Et c'est sur la base de ce deuxième rapport que le Parquet national financier a classé l'affaire en août 2019. Et en fait, nous, on a eu le classement de l'affaire. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On aimerait connaître les conclusions du commissaire. Du coup, on a demandé le dossier. Et dans ce dossier, on s'est rendu compte que entre les 2 rapports, il y avait eu une lettre d'Emmanuel Macron, la fameuse, qui avait été versée au dossier. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est normal, c'est la lettre de l'employeur, c'est normal qu'un employeur dise il a traité tel ou tel dossier. C'est pas un argument qui est complètement inentendable, sauf que pendant ces 1 an d'enquête, il n'était pas intervenu, mais qu'en revanche, il y avait beaucoup de personnes qui avaient attesté
à peu près la même chose que lui. Du coup, on en vient à se demander pourquoi est-ce qu'on vous dit 15 fois la même chose, mais quand c'est le président de la République qui le dit, là, ça change tout ou rien les conclusions d'une enquête d'1 an de la BRDE. Donc sur ce dossier, on a décidé de se constituer partie civile en janvier. Et elle en est où, la procédure, aujourd'hui? Bon, ça va prendre du temps. Là, il y a des juges d'instruction qui ont été désignés. D'accord. Donc, j'ai lu je ne sais plus dans quel journal, qu'une des raisons pour Alexis Collère était quand même dans les castings de Premier ministrable, il était en tête de gondole, et qu'une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été choisi était cette instruction en cours. Oui. Ouais, on va pas faire d'autres commentaires. Dans les autres grosses affaires en ce moment, vous êtes sur quel front? Est-ce que vous êtes sur Marseille dans les affaires Guérini, de tout ce qui aux médias, oui, c'est près. On est partie civile dans l'affaire Guérini, effectivement, dont on attend la date d'audiencement. C'est très long aussi, hein, c'est encore très très long. Bah, écoute, je vais ouvrir mon fichier parce que c'est tellement complexe que je vais voir de quel dossier je peux te parler. Est-ce qu'il y a une affaire en France comme ça, ou dans des affaires de corruption, où c'est pas long, où la justice a été non pas rapide, mais a eu un fonctionnement à peu près normal? Ou est-ce que c'est du jamais vu? Bah, tu sais, la justice, de manière générale, est pas du tout en bon état en ce moment. Donc non, généralement, c'est très long. Mais il y a eu un rapport. Alors, je me souviens plus de quel service c'est. C'est un service du ministère de la Justice qui démontrait que les affaires politico-financières étaient en moyenne beaucoup plus longues que d'autres affaires. Mmh. Donc, ça traîne quand même des pattes sur les sujets de probité. Après, quand tu vois une affaire comme les sondages de l'Élysée, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision, il y a un appel et il y a un recours devant la Cour de casse. Donc, tout le monde ne fait pas ça, en fait. Ils sont on s'attaque généralement à des personnes qui ont des avocats et qui probablement veulent faire durer pour des... Les sondages de l'Élysée, c'était sous Sarkozy. Oui. C'était Buisson, c'est ces affaires-là. Oui, absolument. Et là, ça en est. Les sondages, on attend. C'est-à-dire, le scandale était que Sarkozy se ferait des sondages avec de l'argent public. Oui, la question, c'était le rapport avec sa fonction, d'une part, et les conditions de passation des marchés publics. Mmh. Parce que les marchés publics, c'est pas très sexy, mais en fait, la commande publique, c'est un montant hallucinant en France tous les ans, et on perd probablement des centaines de millions chaque année en marchés publics attribués à des personnes sans mise en concurrence, ou alors avec une mise en concurrence faussée. En fait, on perd un pognon de dingue pour dire comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de Balkany. Si vous n'aviez pas été là, est-ce que l'affaire Balkany serait allée à son terme? Ah oui, l'affaire Balkany, c'est pas nous qui l'avons portée, c'est Sherpa. Oui. En fait, nous sommes allés au procès parce que Sherpa n'avait pas le renouvellement de son agrément. Donc, on s'est pointé au procès. Il se trouve qu'il y a eu un couac de procédure provoqué par Éric Dupond-Moretti parce qu'il a demandé le dépaysement de l'affaire en disant que notre vice-président Éric Alt, étant juge au TGI de Paris, encore à l'époque, oui. Ça créait un risque d'impartialité, du tribunal. Donc, il fallait délocaliser. C'est ça, le dépaysement, c'est une délocalisation d'une affaire judiciaire. Et donc, voilà, notre intervention a duré 15 minutes puisque le PNF est descendu de sa tour, a explosé les portes de salle d'audience, nous a regardé avec des gros yeux et on a décidé assez rapidement qu'en fait, même si on considérait pas que c'était sérieux comme argument, et d'ailleurs la Cour de cassation a jugé après que c'était pas fondé du tout, qu'il n'y avait pas de problème d'impartialité. Par contre, il y avait un risque que ça retarde le procès. Et ça, clairement, on ne voulait pas. Donc, en fait, on a retiré notre constitution de partie civile. Et voilà, c'est vraiment le procès dans lequel on a été partie civile le moins longtemps. Et tu as vu l'épilogue Balkany qui danse le jour de la fête de la musique? C'est assez étrange, non, cette image, cette manière qu'il a de narguer... Oui. Oh, sacrée histoire, les Balkany. Hein. Ils font rigoler aussi, mais en fait, c'est terrible.
des personnes comme ça qui font rigoler parce qu'en fait ça dédramatise complètement le sujet. C'est difficile après de venir dire que c'est un drame ce qui s'est passé à Levallois pendant des années. C'est un drame justement cette corruption à Levallois. Bah, aujourd'hui, Levallois est la première ou dans le top 3 des villes les plus endettées de France. C'est ça le drame, c'est que en fait il y a une addition à payer et c'est les habitants de Levallois qui vont la payer, et puis les maires d'après, bah en fait ils n'ont pas de sous pour les projets, pour les services publics, c'est ça le drame dans ce dossier-là. Et puis c'est le clientélisme en fait. C'est terrible c'est terrible à observer pour nous, de se dire qu'en fait les gens en arrivent à un point où ils vont solliciter des services publics auxquels ils ont le droit, mais qu'on leur donne pas, qu'on leur donne en faisant genre de leur rendre un service, alors que on y a droit en France au service public. Et donc il y a ce mécanisme-là, on s'attire une espèce de sympathie, de baronnie. Tu vois l'effervescence envers les Balkany à Levallois, ils sont fous. C'est Pierre-Emmanuel Barré qui disait c'est le syndrome de Bruxelles, c'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. En même temps, ils sont pas cons, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que on arrive à renverser la situation pour qu'une situation qui est une situation violente, d'emprise sur les services publics, de sous-financement, enfin quelque chose d'une situation insatisfaisante, tourne à ton avantage en passant pour le héros, alors que t'es pas le héros en fait, t'es le bourreau de cette situation-là. Donc psychologiquement, c'est probablement très efficace. À regarder de l'extérieur, c'est vraiment rageant. C'est vraiment rageant ce type de comportement. Est-ce qu'il y a des dossiers en cours ou des affaires qui sont compliquées, qui sont méconnues du grand public et qui révèlent des faits de corruption scandaleux avec beaucoup d'argent sur lesquels vous travaillez en ce moment, que tu as en tête dont je voudrais parler, il y a un dossier sur lequel on est bloqué, qui sont les dépenses de communication du gouvernement Fillon. On n'arrive pas à avancer. Le dossier, le juge avance pas, on n'arrive pas à peser sur ce dossier. C'est le juge qui glande, ou c'est le parquet qui freine, ou c'est la police qui fait rien? Je sais pas s'il glande ou s'il est désintéressé. Peut-être qu'il considère que le dossier est trop vieux, on a du mal à savoir. Peut-être que ça représente quel genre et c'est quelle juridiction? C'est devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire, et c'est sur les contrats qui ont été passés par Matignon sans respect des marchés publics, pas de publicité, pas de mise en concurrence. Et ça représente quelle somme de l'ordre je saurais pas te dire, quelle est. C'est dommage, mais j'ai pas la réponse là. Le nom du magistrat, tu l'as en tête, tu peux le dire, ou c'est indélicat? Bon, je vois pas vraiment je l'ai le nom du magistrat, mais je vois pas vraiment quel serait l'objectif. On va pas non plus le menacer, tu sais. On essaye d'avoir des bons rapports avec la justice, puis on sait aussi qu'elle est sous-financée. Hein. Là, on a parlé beaucoup des hôpitaux, et bien sûr que c'est un drame ce qui passe à l'hôpital. Mais je pense que dans les prochains mois, prochaines années, on va beaucoup parler de la justice. Tu as vu qu'on a sorti plusieurs affaires aux médias, dont à mes yeux, ça fait un moment quand même que je m'intéresse à ces questions, mais je trouve qu'on a touché le fond là au moment du Covid avec les détournements de fonds dans les EHPAD privés et la manière dont tu as suivi ça un tout petit peu ou pas du tout? Des détournements de fonds, non? Non, c'est-à-dire les grosses boîtes qui gèrent les EHPAD et qui ont toutes deux d'entre elles en tout cas, Maxime Renaï a remonté les filières et a découvert des comptes dans les paradis fiscaux. Et d'un côté, donc, tu as des gens qui meurent, tu as des restrictions de personnel, tu as des salariés qui sont complètement spoliés. Et à l'autre bout de la chaîne, tu as des actionnaires en petit nombre qui émargent dans les paradis fiscaux à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'ensemble des groupes. Et là, il y a une forme est-ce que c'est de la corruption? Non, mais c'est une forme de détournement de fonds publics, puisque c'est une partie des économies de ces vieillards qui finit dans les paradis fiscaux. Et puis, pour l'autre partie, c'est l'argent de la sécurité sociale, puisque les gens se remboursent et puis cet argent file aussi vers ces ailleurs, quoi. Si tu veux,
c'est difficile de hiérarchiser les scandales, mais celui-là est de l'ordre enfin, on spécule sur la vieillesse et sur la mort, surtout de ces Oui, vieux. oui, bah, ils appellent ça leur grille, hein. Ouais. Leur grille. Oui, c'est Vous n'êtes terrible. pas impliqué dans ces histoires, vous n'avez pas de. Non, 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 j'ai pas vraiment suivi ce dossier-là. Je n'en On a avais de suivi, t'envoyer. Et on on te a fera un suivi petit un chèque petit peu. pour que tu fasses. Non, mais c'est un peu comme dans les dossiers des HLM chez Anticor. Pour qu'Anticor se constitue partie civile, on glisse un billet. Oui, bah oui. Un billet, c'est plus pratique, comme ça, je peux le mettre dans ma poche, parce que. Voilà, c'est ça. Non, j'essaie de blaguer, mais le sujet est sérieux. Est-ce que tu as vu qu'il y a eu Oui. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dire que on a agi dans un dossier qui concerne l'AGFIP. En fait, on avait fait un signalement dans ce dossier-là parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises adaptées, c'est des entreprises qui doivent faire travailler 80% de personnes handicapées. Donc c'est un mécanisme qui a été créé pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Et en fait, à partir du moment où tu es une entreprise adaptée, tu peux faire des factures à tes clients en leur donnant des unités bénéficiaires. Et les unités bénéficiaires permettent à ces sociétés de moins ou de ne pas cotiser à la GFIP, c'est-à-dire que ça baisse leurs charges. Et ça me fait penser à ça parce qu'on s'est rendu compte dans plusieurs cas, enfin c'est un lanceur d'alerte qui nous a... C'est pas Gilles Mendes, le lanceur d'alerte? Oui, ouais. Lui, il a passé des années à se bagarrer seul. Donc, je suis heureux que tu en parles parce que c'est quelqu'un à qui il faut tirer son chapeau, quoi. Bah oui. Mm. Il y a beaucoup de personnalités comme ça, hein. C'est vachement bien. Là, il y a quelqu'un qui est en train je crois même 2 personnes qui sont en train de faire des BD sur les lanceurs d'alerte. Voilà, c'est héros au pied d'argile. Et nous aussi, on est en train de penser d'ailleurs à faire des bulles, nous aussi, des BD de nos dossiers, de nos combats. D'accord. Surtout en essayant d'expliquer quelque chose qu'on a qu'on a du mal à expliquer, c'est que la corruption, souvent les gens se disent il y a pas de victime. On sait qu'il y a un dommage, parfois on sort des gros chiffres, tout ça, mais c'est compliqué de faire comprendre qu'on est tous victimes de ça. Donc on cherche à expliquer, peut-être à trouver des cas pour dire c'est ça les conséquences. À part il y a des victimes directes, évidemment, il y a la journaliste Daphné Caruana, aide-moi. En Galizia. À Malte, un journaliste qui a été. Tu parlais de l'autre affaire, d'une affaire dans l'agroalimentaire, les algues vertes. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est plus récent. Et tu voulais faire à Malte ou pourquoi? Non, je disais que la corruption, parfois, il y a des victimes directes. Donc là, tu vois, cette journaliste, elle a été assassinée très clairement parce qu'elle travaillait sur une enquête énorme qui mettait en cause un homme d'affaires et des élus à Malte. Sa voiture a explosé, quoi. Ça, c'est évident, c'est violent, on le voit. Mais en fait, le reste des victimes, c'est tout le monde. Et c'est une violence plus diffuse. Alors que, en fait, si on devait faire les calculs, je te parlais de chiffres avant qu'on commence l'interview. En fait, si je prends les chiffres entre la corruption et l'évitement fiscal illégal, on est environ à 200 milliards d'euros par an de perdus pour les finances publiques. Je dis 200 milliards, c'est 2 fois plus que l'évasion fiscale. Oui, c'est ça. C'est ça, la corruption est à peu près dans les mêmes coûts. Et ça, d'ailleurs, sur la corruption, c'est une étude tout à fait sérieuse d'un groupe parlementaire à Bruxelles. Donc, tu es sur ce truc-là, de dire 200 milliards en France. Ouais. Et c'est Bruxelles qui chiffre ça. Ouais. C'est Philippe Lambert, c'est tout ça. Je sais pas qui a chiffré ça. C'est un groupe ELV qui a fait ce travail de chiffrer. Donc, tu es sur des montants colossaux, avec quand même une volonté de lutter contre ça qui est pas manifeste. Et en fait, quand tu es sur des chiffres tels que ça, en fait, on paye tous. Oui. On paye tous. Chaque fois qu'on paye les impôts, on paye ça, on comble. En plus, ça comblerait aussi le déficit au passage.
C'est pas si simple que ça, évidemment, je caricature un petit peu, mais pour dire que là, on est tout le temps dans un contexte où on est tout le temps en train de parler de crise économique, de déficit des services publics, nous, c'est pour ça qu'on fait ça aussi Anticor. En fait, l'argent, on sait où il est, hein. Il faut juste une volonté politique pour aller le chercher. Et vraisemblablement, il n'y a pas tellement de volonté politique pour ça. Quand les chiffres étaient sortis, Darmanin, qui à l'époque était encore ministre des Comptes publics, avait dit qu'il avait créé une commission pour évaluer le coût de la corruption en disant votre évaluation m'a pas l'air très sérieuse, je vais lancer une commission. Bon, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait, donc à défaut, il n'y a que nos chiffres. Dis-moi, je voudrais que sur Marseille, on y revienne un petit peu parce que j'ai l'impression que la justice en ce moment est un peu en train de faire son travail là-bas parce qu'il y a beaucoup de procès qui sortent et qui vont venir. Elle a pris son temps, la justice, mais quand elle se met en marche, elle se met en. Puis il y a l'affaire de Sanary, il y a l'affaire de l'animateur télé de CNews, il y a Guérini, et on se rend compte que même s'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Marseille en ce moment, on est quand même dans sans doute la ville et la région, enfin, s'il y a des degrés dans la corruption, dont la corruption la plus endémique, que ce soit de gauche ou de droite, enfin, c'est compteur, oui. On s'affole. La région PACA est très compliquée, hein. Oui, Marseille est en faillite. Marseille est en faillite. Et tout à l'heure, tu parlais des chiffres. On se rend compte que dans ces lieux-là, c'est chaque fois là que le Front National et l'extrême droite montent. Oui, ça, je sais pas quel est le lien. Alors, c'est parce que il y a des problèmes de probité généralisés, qu'on va vers le tous pourri, le dégagisme, qui pour le coup est quand même un discours du FN, enfin du RN. Peut-être, moi c'est vrai que nous, c'est le lien que les fondateurs d'Anticor avaient fait, en disant en fait, si vous laissez la corruption s'étendre, prospérer, vous allez vous retrouver avec des citoyens qui veulent plus voter et qui veulent juste que tous ces politiciens dégagent, quitte à élire des personnes qui ont un discours populiste. Mmh. Ça, c'est oui, clairement, on peut faire un lien. Après, c'est pas à moi de dire qui est populiste ou qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent un petit peu dans le sud et Marseille va être un grand laboratoire de ça, en tout cas d'assainissement des finances publiques. Il faut dire que la nouvelle maire a quand même un sacré bazar entre les mains. Non, mais c'est très compliqué. En plus, on vient de sortir les affaires de bourrage d'urnes et de tout ça. Tu as dû voir le commissariat impliqué. Vous êtes constitué là-dedans? Vous allez l'être ou non, pas pour l'instant. Et est-ce que vous avez des affaires qui concernent des élus RN ou FN? Est-ce que parce qu'il y a des affaires qui traînent du côté de Cogolin, du côté où des élus étaient anciens FN, ont changé de bord, etc. Il y a plein dans le Var aussi. Il y a si on commence à mettre son nez dans la gestion des villes rares, mais il y a quand même un certain nombre de villes importantes qui sont gérées par le RN. On voit qu'ils mettent en avant leur probité, etc. Mais moi, j'ai des retours qui sont pas du tout ceux-là, quoi. Vous n'avez pas de dossiers qui sont remontés jusqu'à vous pour l'instant? Je crois pas qu'on ait de dossier RN, mais bon, tu sais, quels que soient les dossiers, de toute façon, nous, enfin, quels que soient les partis, on s'en fout complètement. Donc, je sais, des dossiers avec des infractions qui ont l'air d'être constituées, on y va. Hein. De toute façon, si la justice fait pas son boulot, on est très content d'y aller, petite ville, grande ville, peu importe. Pareil, je te ferai un dossier, je te l'enverrai avec un petit billet pour le mettre en... C'est très sympa avant le mois d'août. Si les gens nous prennent à la lettre, ils vont se dire non, mais c'est marrant de faire ce genre de blague à Anticor, quoi. J'ai une petite question aussi sur est-ce que tu as vu que depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti, il y a un mouvement de colère chez les magistrats et chez les parquetiers, et il y en a un à Basse-Terre qui s'appelle Monsieur Denon, je crois, de mémoire, qui a demandé sa démission. Est-ce que vous êtes informé de ça? Est-ce que vous avez à Anticor? Est-ce que non, c'est pas... Non, tu sais, nous, on est souvent informés par les médias, en fait, de ce qui se passe. Ça m'arrive d'être appelée par les médias et je vais regarder ce que les médias ont dit pour savoir ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, sur ce proc, oui, moi, j'ai appris ça dans les médias. Bon, je sais pas la raison, si tu veux.
c'est peut-être une raison qui est finalement que moi j'interpréterais pas forcément comme négatif, qui est que Dupond-Moretti, on peut quand même dire que qu'il s'est battu pour ses clients et aussi pour assurer leur liberté. Alors là, on a bâti un portrait comme grand défenseur des libertés. Bon, il est avocat, hein, il est avocat pénaliste. Si j'ai pas le droit de dire que c'est l'avocat de Bagani, pas pourquoi on dirait que c'est l'avocat des des libertés. Enfin, c'est un pénaliste, quoi. Donc, si de la part du proc, c'est une réaction en disant oulala, voilà l'avocat qui fait annuler tous les PV et sauter toutes les procédures, bah voilà. Je sais pas ce qui a motivé son. Je crois que quand il était en France, il l'a eu contre lui dans un procès. Enfin, donc, et Mais moi aussi. en cause son indépendance et le fait que Dupond-Moretti allait pouvoir prendre parti et régler des comptes privés en ayant le statut de garde des Sceaux, ce qui est une accusation quand même assez grave. Je ne sais pas ce qui est dit parce que ce n'est pas exprimé publiquement. Mais, vous avez des liens, vous, avec les syndicats de magistrats privilégiés ou pas du tout? Non, pas spécialement. Alors, notre vice-président est magistrat, donc lui, il a des liens de son côté. Mais non, parfois. En fait, maintenant, on s'est énormément éveillé aux autres structures. Anticorps était une asso très solitaire. Avant, en tout cas, que moi, je devienne très active. On a enfin compris que le combat collectif était vachement intéressant sur certains points. Donc aujourd'hui, on est dans plein de réseaux. Des réseaux super efficaces, super intéressants, des réseaux d'associations qui font que du judiciaire, par exemple, ou moi l'année dernière j'ai monté du coup une affaire collective contre le secret des affaires. On est 53 assos, syndicats et médias à être intervenus dans ce procès. Donc on est un peu sorti de notre isolement. Et dans un de nos réseaux, il y a le syndicat national de magistrature, mais bon, on fait rien spécialement avec eux. Non, mais c'est pour savoir. Écoute, Élise, j'arrête de te persécuter. Tu as plein de boulot et je suis ravi de cette conversation, même si elle a pu te sembler peut-être disparate par moment, mais moi j'avais très envie parce que les gens se rendent pas compte du travail incroyable que tu fais et que vous faites à Anticorps et de l'importance que vous avez dans le paysage et du crime terrible que ce serait si vous n'avez pas l'habilitation bientôt. Ah oui, là, il faudra mettre un petit coup de pression, effectivement. Et ce qu'on pourrait se dire, pardon. Oui. Ben, un petit message pour les professeurs au lycée. On se lance depuis 2 ans dans la réserve citoyenne. C'est un mécanisme que les profs connaissent probablement. Et en gros, si des profs ont envie qu'il y ait des représentants d'Anticorps qui viennent parler de ces enjeux-là aux lycéens, voilà, on commence à faire ça parce qu'on sait que c'est important. D'accord. On mettra les liens de tout ça. Tu m'enverras par ailleurs tout ça et on l'ajoutera à notre entretien. Et j'espère qu'on gardera le contact et que plus sérieusement les dossiers qu'on traite. Nous, par exemple, aujourd'hui, on est poursuivis par Anne Lauvergeon. Vous êtes aussi constitué, vous, dans certains dossiers d'Uramine ou d'Areva, des choses comme ça ou pas? Non, Uramine, ce serait plus un dossier pour Sherpa, mais je sais pas. Ouais, je pense que Sherpa, ils sont. Mais là, ils nous attaquent en diffamation, mais c'est un classique, c'est un peu pour nous menacer, pour faire peur aux autres journalistes, etc. Oui, ça faut l'encadrer et le mettre au mur. Hein. Ouais. Puis tu connais. Oui, je connais. C'est ce que c'est, les procédures Bayon. Et dans les chiffrages, d'ailleurs, cette affaire Areva, c'est plus de 4 milliards de fonds publics dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est une énorme affaire, entre autres de corruption, mais de détournement de fonds publics, dont on n'a pas, je pense, c'est ce que dit Marc Échinger, qui est une sorte de lanceur d'alerte à sa manière. Je ne sais pas si vous le connaissez à Anticorps, mais Marc explique assez bien, c'est une des personnes qui, par son travail, a permis à la sortie des affaires Uramine et des magouilles internes à Areva, quoi. Et lui explique, on a fait une émission ensemble, il explique assez bien à quel point et comment les Français ne se rendent pas compte de l'importance systémique de la corruption chez Areva et des sommes absolument colossales
puisque là, tu parlais de 200 milliards tout à l'heure, du coût de la Mm. corruption, si je t'ai bien suivi en France sur une La année. corruption et la fraude fiscale. Ouais. Les deux ensemble. Mais moi, c'est tellement des chiffres incroyables. En fait, il y a tellement de zéros. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Le dossier du Grand Paris, par exemple, on est à 13 milliards de dérapage de coûts sur le Grand Paris. Personne s'en est ému. On a dit, bah évidemment, on va signaler au proc. Moi, du coup, j'essaye de me raccrocher un peu à des choses. Et par exemple, le coût d'un hôpital moyen, c'est 82 millions. Alors la question, c'est pas de construire plein d'hôpitaux. Il faut d'abord bien payer les personnes qui travaillent courageusement. Mais déjà se raccrocher à des choses comme ça, tu vois, 4 milliards, ça fait combien d'hôpitaux? Je trouve que ça permet un peu de se dire ce qu'on perd en ne travaillant pas contre ces atteintes-là, contre ces irrégularités-là, contre ces dysfonctionnements. Ben, c'est bien pour ça que il faut que tu tiennes le choc et que tu vas prendre des vacances un peu cet été ou tu vas pas travailler tout l'été quand même. Je vais prendre des vacances, oui. Je vais voir si j'ouvre mon ordinateur ou pas. On verra. Ouais, il vaut mieux. Ben, écoute, je te souhaite des bonnes vacances et j'espère qu'on se reverra et qu'on prendra mutuellement de nos nouvelles à la, à la rentrée parce qu'il y a plein d'affaires en cours. Je vais Avec couper plaisir. et je te dis au revoir, mais reste en ligne. On se dit encore 2, 3 mots. Ok. Donc, merci beaucoup, Élise. Et à bientôt.